Tu te tiens dans une salle d'état-major quelque part en France. Nous sommes à la fin du mois de novembre 1944. Les murs ne sont qu'un enduit nu ou de la toile tendue sur des cadres de bois. Quelques ampoules pendent à des fils, projetant une lumière blafarde. L'air est chargé d'odeurs mêlées, la fumée de cigarettes, le café oublié trop longtemps sur un réchaud, la laine mouillée qui sèche près d'un petit poêle. Dehors, les premiers flocons commencent à tomber. À l'intérieur, des cartes envahissent chaque surface disponible. Tables, cloisons, chevalets. Elles sont griffonnées au crayon gras, striées de flèches bleues pour les positions alliées, de symboles rouges pour les unités allemandes repérées et de lignes pointillées indiquant route de ravitaillement et phase d'opération. Le général George S. Patton se penche au-dessus de la carte principale. 59 ans, sec, nerveux, il effleure le papier comme s'il pouvait, par ce simple geste, pousser ses divisions à avancer. Sa voix claque, sèche, pressée. Il veut foncer vers l'Est, pénétrer plus avant en Allemagne. Il veut terminer la guerre avant Noël. Autour de lui, les officiers d'état-major remuent des dossiers, griffonnent, échangent des regards furtifs. Ils connaissent l'humeur du général. En avant. Toujours en avant. Mais dans un coin de la pièce, un homme reste assis, presque effacé, devant un petit bureau envahi de rapports, résumés d'interrogatoires, photos aériennes, fiches d'identification d'unités. C'est le colonel Oscar Dubia, le G2 de Patton, son officier de renseignement. Un homme méthodique, prudent, presque invisible à côté du général démesuré. Il porte des lunettes, sa voix est douce, il ne hausse jamais le ton. Et pourtant, en feuilletant les documents devant lui, il s'apprête à prononcer des mots que personne ici n'a envie d'entendre. Il se racle la gorge et se lève. Patton relève la tête. « Mon général », dit Coe d'une voix posée. « Je crois que les Allemands préparent en Tmanta une contre-offensive majeure, peut-être bientôt, à travers les Ardennes. » La salle se fige. Un rire bref, nerveux, éclate quelque part. Un autre officier secoue la tête. Tout le monde sait bien que la guerre touche à sa fin. L'Allemagne est écrasée. Hitler manque de carburant, d'hommes, de chars. Imaginer une offensive d'ampleur en plein hiver dans les Ardennes tenue par des unités américaines épuisées semble absurde. Mais Patton, lui, ne rit pas. Il fixe Kehoe, il questionne, il écoute. Puis il prend une décision qui sauvera des milliers de vies. Comment remporte-t-on une guerre lorsqu'un homme tonitruant choisit d'écouter la voix la plus discrète de la pièce et de lui faire confiance alors que nul autre ne le ferait ? George S. Patton était né pour faire du bruit. Dès l'enfance, il se passionne pour l'histoire militaire, la gloire et l'idée du combat comme épreuve du caractère. West Point, les Jeux Olympiques de 1912, la Première Guerre mondiale sous les ordres de Pershing, à la tête de chars, ces nouvelles machines rapides et puissantes qui le fascinent. Entre les deux guerres, il étudie sans relâche les tactiques antiques, les théories modernes, la littérature stratégique. Il écrit des articles. Il est convaincu que la guerre est affaire de mouvement, d'audace, de choc, que l'hésitation tue davantage que la témérité. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Patton est déjà une figure connue. Brillant, difficile, grossier, inflexible, persuadé qu'un chef doit pousser ses hommes plus vite que l'ennemi ne peut réagir. Oscar Coe, lui, est né pour le silence. Il ne cherche pas la lumière. Il entre dans l'armée et devient officier de renseignement, un métier encore peu considéré, parfois raillé. Le renseignement, c'est du papier, des analyses, des hypothèses. Pas de gloire, pas de médaille. Mais Coe excelle dans cet univers. Il apprend à lire entre les lignes, à comprendre ce que 30 rapports mis côte à côte révèlent réellement. Il se méfie des illusions rassurantes. Il sait qu'un ennemi qu'on s'imagine incapable de nuire est le plus dangereux. De l'Afrique du Nord à la Sicile, puis en France, Coe devient le G2 de Patton. Et peu à peu, ces deux hommes si différents tissent une alliance singulière. Patton fait confiance à Coe parce que Coe n'endort jamais son chef avec des réponses plaisantes. Il dit ce que les faits imposent. Et Coe respecte Patton parce que, contrairement à tant de généraux qui écartent les renseignements dérangeants, Patton écoute et agit. Une alliance qui, à la fin de 1944, sera mise à l'épreuve comme jamais. L'été 1944 fut un triomphe. Après la percée de Normandie à la fin juillet, l'opération Cobra, la 3e armée de Patton déferle à travers la France. Ville après ville se libère. Les unités allemandes reculent, disloquées, à court de carburant, de cohésion, d'espoir. Patton pousse ses divisions à marcher à un rythme que la Grande Guerre n'aurait jamais imaginé. Les journaux l'adorent. Il devient l'incarnation même de la guerre blindée américaine, agressif, irrévérencieux,
irrésistible. Et quand l'automne cède la place à l'hiver et que la troisième armée approche de la frontière allemande, une conviction envahit le haut commandement allié comme un brouillard. La guerre est presque terminée. L'Allemagne n'a plus de carburant. Ses armées sont brisées. Hitler était fini. Il ne reste qu'à avancer, occuper, accepter les redditions. Au Chaef, les services de renseignement produisent des estimations assurant que l'Allemagne n'a plus les moyens de lancer une grande offensive. L'atmosphère générale oscille entre un optimisme prudent et, dans certains bureaux, une fatigue si profonde qu'on s'accroche à l'idée que Noël apportera enfin la paix. Mais au quartier général de la 3e armée, Kehoe, lui, ne trouve aucun répit. Long après les briefings du soir, il reste penché sur son bureau, noyé sous des piles de rapports. Les interrogatoires de prisonniers mentionnent des unités nouvelles, des divisions qui, selon les registres officiels, ne devraient ni exister ni se trouver dans cette région. Les interceptions radio révèlent un regain d'activité allemande dans des zones jusque-là silencieuses. Les photos aériennes montrent des trains se dirigeant vers l'ouest. On construit des dépôts, on répare des routes dans des secteurs où aucun groupe important de la Wehrmacht n'est censé opérer. Les rapports logistiques, eux, laissent deviner des stocks de carburant et de munitions qui s'accumulent près des Ardennes, ce massif boisé et accidenté à la frontière belgo-allemande, où la ligne américaine est tenue trop légèrement par des unités en récupération. Pris séparément, rien n'est décisif. Ensemble, pourtant, Kos sait reconnaître un motif quand il en voit un. Il étale une carte, y consigne chaque mouvement suspect, chaque convoi, chaque anomalie logistique. Et peu à peu, au fil des jours, une image se dessine. Les Allemands ne s'effondrent pas. Ils se rassemblent. Ils déplacent blindés, fantassins, batteries d'artillerie, silencieusement, méthodiquement, face aux Ardennes. Sa formation lui a appris à évaluer les capacités de l'ennemi, pas seulement ses intentions. La véritable question n'est pas « Hitler osera-t-il un coup insensé ?» C'est « En a-t-il encore les moyens ?» Et la réponse, Kehoe le comprend, est oui. Oui, Hitler peut encore réunir de quoi tenter un dernier coup désespéré. Une offensive d'hiver pour séparer les armées alliées, reprendre du terrain vital, peut-être même foncer jusqu'à la côte. Un pari fou né du désespoir, et les désespérés sont les plus dangereux. Kehoe termine son analyse. Il prépare son exposé. Puis il se dirige vers le bureau de Patton, conscient que ce qu'il s'apprête à dire passera, pour presque tous les autres, pour une forme de paranoïa. Patton écoute. Il ne coupe pas la parole. Il ne balaie rien d'un revers de main. Il se penche même davantage sur la carte, tandis que Kehoe déroule un à un les indices. Les divisions manquantes, les mouvements de ravitaillement, ce silence anormal sur certains secteurs du front. Lorsque Kehoe s'arrête, Patton pose des questions. Quel est votre degré de certitude ? Kehoe ne cherche pas à embellir. Je ne peux pas l'affirmer absolument, mais l'ennemi en a la capacité et les conditions lui sont favorables. Surprise, météo, fragilité de notre ligne. Patton hoche la tête lentement. Les autres officiers se remuent, mal à l'aise. L'un suggère que Kehoe exagère à partir de données trop maigres. Un autre rappelle que le quartier général suprême ne partage pas cette analyse. Patton lève la main. Silence. Il regarde Kehoe et tranche. Si vous avez raison et que nous ne faisons rien, nous perdrons des hommes. Si vous vous trompez et que nous nous préparons, nous perdrons un peu de temps. Puis il ordonne. Préparez des plans de contingence. Si les Allemands frappent en les Ardennes, je veux que la 3e armée puisse pivoter vers le nord et les prendre de flanc. Pas en une semaine, en quelques jours, en quelques heures, si possible. Les officiers restent pétrifiés. Faire pivoter une armée entière de 90 degrés en hiver, sur préavis minimal, simplement parce qu'un scénario improbable pourrait se réaliser. Mais le ton de Patton ne laisse aucune place à la discussion. Exécution. Les jours suivants, le quartier général s'illumine jusque tard dans la nuit. On rédige les ordres de mouvement, on calcule les besoins en carburant, les itinéraires, les zones de rassemblement. On redessine les cartes. Les flèches ne pointent plus vers l'est, mais vers le nord. Beaucoup pensent que tout cela restera lettre morte, une nouvelle fantaisie agressive du général. Mais les plans sont prêts et le temps file. Le 16 décembre 1944, juste avant l'aube, sur 80 miles de front ardennais, l'artillerie allemande ouvre le feu. Des milliers d'obus s'abattent sur les positions américaines. Dans la nuit et le brouillard, l'infanterie et les chars ennemis se ruent en avant. Ils brisent les lignes les plus faibles. Des unités sont balayées, les communications s'effondrent, la confusion se répand comme un incendie. À midi, les rapports affluent au quartier général allié. Attaque massive.
percées multiples, retraite, encerclement. Au chef, la stupeur est totale. Cela ne devait pas arriver. Les estimations affirmaient que l'Allemagne n'avait plus les moyens d'une telle offensive. Et pourtant, elle est là. L'attaque la plus violente lancée par les Allemands à l'ouest depuis 1940. On appellera cela plus tard un échec du renseignement. Mais au quartier général de la 3e armée, nul n'est surpris. Patton se tourne vers Kehoe. Aucun éclat de triomphe, pas un « je vous l'avais bien dit », seulement une gravité sombre. Kehoe avait vu juste. En quelques heures, Patton contacte le haut commandement. Il propose de dégager son armée de ses positions actuelles et de foncer vers le nord pour frapper le flanc allemand. La réponse est incrédule. En combien de temps pouvez-vous bouger ? 48 heures ? 3 divisions, répond Patton. On croit rêver. Une armée ne pivote pas en un claquement de doigts. Il y a la logistique, la coordination, la météo. Cela demande du temps. Mais l'état-major de Patton a déjà les plans. Le carburant est alloué, les itinéraires sont tracés. Les ordres n'attendent plus que d'être signés. Alors, dans le froid mordant de décembre, sous la neige et sur des routes gelées, la 3e armée s'ébranle. Imagine un soldat de l'une de ces divisions. Tu combats depuis des semaines, peut-être des mois. Tu es épuisé. Tes camarades ont été tués ou blessés. Tu rêvais de quelques jours de repos, d'un repas chaud, d'une lettre de chez toi. Et soudain, au cœur de la nuit, les ordres tombent. Faites vos paquets, en route, direction le nord. Aucune explication, juste l'ordre de partir. Vous grimpez à l'arrière d'un camion, la bâche laissant passer chaque rafale glacée. Votre souffle se condense dans l'air mordant. Les routes sont verglacées, couvertes de neige. Les convois s'étirent peu sur des kilomètres, phares éteints, avançant à tâtons dans l'obscurité. Vous ne savez ni où vous allez ni pourquoi. Vous savez seulement qu'au loin, quelque part devant vous, des hommes sont en danger. Les chauffeurs poussent leurs véhicules jusqu'à la limite. Les chars dérapent sur la glace. Les camions de ravitaillement tombent en panne et sont abandonnés sur le bas-côté. Les soldats se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer. C'est dur, exténuant. Mais cela fonctionne. En moins de 3 jours, la 3e armée de Patton franchit plus de 100 miles, abandonnant son offensive vers l'est pour foncer vers le nord et frapper le flanc sud de l'attaque allemande. Le 26 décembre, ses premiers éléments perçant jusqu'à Bastogne, libérant les parachutistes américains encerclés qui ont tenu la ville contre toute logique. L'offensive allemande, qui avait créé un renflement de près de 80 km dans les lignes alliées, commence à s'effondrer, prise en tenaille par le nord, le sud et l'ouest. Fin janvier, le Bulge a disparu. L'Allemagne a perdu des chars, des hommes, du carburant qu'elle ne remplacera jamais. La guerre se poursuivra quelques mois encore, sanglante, mais son issue ne fait plus de doute. Et des milliers de soldats américains, encerclés, gelés dans leurs trous, souvent presque condamnés, doivent leur survie non seulement à la vitesse et à l'audace de Patton, mais aussi à un officier du renseignement discret qui a vu venir la tempête et n'a pas détourné les yeux. Oscar Kehoe n'apparaît dans aucune photo célébrant la libération de Bastogne. Il ne donne pas de conférence de presse. Son nom ne figure pas dans les manchettes. Il est de retour au quartier général, dans son même petit coin, à mettre les cartes à jour, à lire les rapports, à suivre sur ses cartes la diminution progressive des symboles rouges qui représentent les unités allemandes. Après la guerre, lorsque les historiens se penchent sur la bataille des Ardennes, beaucoup parlent d'échec du renseignement. Comment les Alliés ont-ils pu manquer les signes ? Demande-t-il. Kehoe connaît la réponse. Les signes étaient là. L'information existait. L'échec ne venait pas de la collecte, mais de l'interprétation, de la croyance, de ce manque de courage qui consiste à agir quand la vérité dérange. À la fin des années 1960, Kehoe collabore avec le journaliste Robert Allen pour écrire G2, Intelligence for Patton. Il y expose ses méthodes, sa philosophie et son récit des semaines qui ont précédé l'offensive. Certains le surnomment alors l'oracle de Patton, celui qui voyait plus loin que les autres. Mais Kehoe ne se perçoit pas comme un prophète. Il se voit simplement comme un homme qui a fait son travail. Examiner les faits, évaluer honnêtement les capacités de l'ennemi, avertir ceux qui avaient besoin de savoir. Le vrai drame, pense-t-il avec le recul, n'est pas que le renseignement ait manqué les signes du redéploiement allemand. C'est que si peu de commandants aient été disposés à écouter. Patton fut l'exception. Après la guerre, la légende du général ne cesse de grandir. Le chef flamboyant, l'homme qui bouscula l'Europe, qui sermonnait ses troupes avec des discours crus, qui croyait en la réincarnation et en ses vies passées de guerrier.
En décembre 1945, quelques mois après la victoire, il meurt dans un accident de voiture en Allemagne. On l'enterre au milieu de ses soldats. Ko, lui, mène une existence beaucoup plus discrète. Il prend sa retraite, écrit, réfléchit. Il est respecté par ceux qui comprennent la valeur du renseignement, mais reste largement inconnu du grand public. Et pourtant, dans l'histoire de la bataille des Ardennes, ces deux hommes sont indissociables. L'audace de Patton n'aurait rien valu sans la clairvoyance de Ko. L'analyse de Ko n'aurait servi à rien sans un chef prêt à l'entendre et à agir. Ensemble, ils ont sauvé des vies. À présent, laisse-moi te poser une question. Dans chaque existence, la tienne, la mienne, celle de n'importe qui, il y a deux types de personnes. Ceux qui foncent, qui croient au mouvement, qui détestent l'hésitation. Ce sont les Patton, bruyants, sûrs d'eux, impatients. Et puis, il y a ceux qui restent dans le coin de la pièce, qui lisent les rapports que personne ne lit, qui voient naître des motifs que les autres manquent, et qui murmurent « Attendez, quelque chose cloche, il faut changer de direction ». Les guerres se gagnent ou se perdent selon qu'un homme puissant accepte ou non d'écouter cette voix discrète. Les entreprises prospèrent ou s'effondrent selon que le dirigeant prête attention à l'analyste qui dit « Les chiffres ne collent pas ». Les familles survivent ou se fracturent selon qu'on entend ou non la voix qui dit « Il faut parler de ce dont nous ne parlons pas ». Dans ta vie, qui est ton chaos? Celui qui voit ce que tu préférerais ignorer? Et toi, es-tu Patton uniquement quand cela t'arrange, lorsque les conseils confortent tes plans? Ou aussi lorsque cela implique d'arrêter la marche, de réorienter toute ton armée, d'admettre que l'histoire rassurante que tu te racontes est fausse? Car la véritable leçon de Patton et Kehoe ne parle pas que de cartes et de blindés. Elle parle de confiance, du courage moral de dire une vérité inconfortable, et du courage encore plus grand de l'écouter et d'agir. Des milliers d'hommes sont sortis vivants des Ardennes en janvier 1945 parce qu'un général a écouté un analyste silencieux. Combien dans d'innombrables situations sont morts ou ont souffert parce que celui qui commandait n'a pas cru la voix qui chuchotait « Le danger approche ». Ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est chaque salle de réunion, chaque foyer, chaque moment où quelqu'un détient une information qui pourrait sauver des vies ou des avenirs. Et la question demeure, quelqu'un écoutera-t-il à temps? George Patton fut un grand général, nul ne l'ignore. Mais son geste le plus décisif ne fut peut-être pas mené sur un champ de bataille. Il fut peut-être ce moment précis où il leva les yeux vers un homme discret, entouré de liasses de rapports, et lui dit simplement « Je te crois. Préparons-nous ». Et l'héritage d'Oscar Ko ne se trouve ni dans les journaux ni sur les monuments. Il se mesure dans les milliers de soldats qui sont rentrés chez eux, ont vieilli, ont fondé des familles, des vies entières rendues possibles parce qu'un analyste a refusé de dire à son général ce qu'il voulait entendre et a choisi de lui dire ce qu'il devait entendre. C'est cela le poids de la responsabilité. C'est cela le prix du courage. Et c'est aussi la question que cette histoire continue de poser bien après que l'écran noir soit apparu. Quand la voix discrète s'élève dans ta vie, l'écouteras-tu ou attendras-tu que la tempête soit déjà là?